Baptiste, Salut! je suis tellement content. J'avais tellement hâte à cet épisode-là. C'est quoi oui. le sujet aujourd'hui? Le sujet aujourd'hui, c'est Edgar Wright versus Christopher Nolan. Oh, let's go! I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love it. Avant qu'on commence, comme d'habitude, Yes. Oui. quoi de neuf, Baptiste? Quoi de neuf? Ces temps-ci, je me suis inscrit à Masterclass. Oh, Ouais, il y avait Qu'est-ce une que t'apprends? réduction. Puis là, ce que j'ai le goût d'apprendre ces temps-ci, c'est... Je trouve que ça peut m'être utile dans plein de sphères de ma vie, tant professionnelle que personnelle. Je prends des cours de storytelling. hein? Ok, c'est Ouais. qui donne le cours? Ben là, pour l'instant, c'est un gars qui s'appelle Salman Rushdie, qui est comme d'origine indienne, mais qui a habité longtemps au Royaume-Uni puis aux États-Unis. Puis là, après ça, Ok. j'en ai quatre autres enseignants là, potentiels dans ma liste. Là. Fait que j'ai beaucoup d'apprentissage qui peuvent Ok. s'en venir de ça. C'est quelque chose que j'ai jamais osé faire. En fait, j'ai donné ça en cadeau à quelqu'un à un moment donné. J'ai jamais osé faire un masterclass. C'est comme si ça m'intimidait trop. C'est comme, OK, je vais apprendre les échecs avec Kasparov. C'est comme, non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, au final, ça reste une vidéo que tu pèses sur play, là. Tu sais, c'est pas... c'est ça. ouais. Fait que c'est pas... Mais j'étais comme content de faire ce saut-là, puis de me dire, yes! Enfin, je vais essayer d'apprendre du storytelling, puis des tactiques de comment est-ce que tu fais ça de façon intéressante. En tout cas, bref, c'est super intéressant. C'est Je trouve vraiment tellement que ça fit avec ta personnalité en plus. C'est raconter des histoires. raconter des histoires, improviser des trucs, c'est comme c'est Ouais, vraiment ta ouais. force. Puis J'aime ça. hey, j'ai vraiment hâte que tu m'en parles. C'est drôle parce que tu dis que tu t'es inscrit pour apprendre des choses. Mhm. Ma blonde Ouais. a commencé pour le fun à apprendre le japonais sur Duolingo. Tabarouette. Hey, c'est... Puis ça avait l'air le fun. Fait que moi aussi, j'ai commencé. Étienne. Ça, c'est drôle. Ah ouais, Mais- ça avait... mais c'est vraiment le fun. Puis le pire, c'est que j'ai un collègue à job, Mathieu, s'il nous écoute, qui, lui, justement, a appris le japonais, est allé au Japon, bref, pour voyager, là, pas habiter là-bas très longtemps. Mhm. Puis il nous racontait un peu comment ça fonctionnait le japonais. Mais tu sais, je pense qu'il y a non, c'est pas vrai. C'est pas facile. Mais je pense qu'il y a des paliers. Ouais. Genre, tu commences par apprendre des trucs un peu de base. Puis à un moment donné, tu te rends à un niveau au-dessus. Puis là, ça devient vraiment compliqué. Ouais, j'imagine. C'était ça que ça avait de l'air quand il essayait de m'expliquer comment fonctionnait la langue japonaise. Tu sais. Fait que, en tout cas, mais tous mes respects à vous deux, si vous avez du fun là-dedans. C'est vraiment le fun. Surtout, tu sais, on apprend ça sur Duolingo. Puis Oui. Oui. ça rend l'apprentissage amusant. Ça, c'est cool. Puis, pour vrai, j'ai essayé par le passé, avec d'autres langues que le japonais, mais j'ai essayé par le passé, comment ça s'appelait? Rosetta Stone. OK? Il y a 10-15 ans, puis OK. c'était tellement trop difficile. On dirait que c'était fait pour que tu te sentes mal. Je te raconte une expérience, OK? C'était dans les débuts, là. Ça faisait comme 30 minutes que j'en faisais, puis j'étais comme, OK, ça va bien. Puis là, un moment donné, fait comme, OK, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Puis là, je sais, j'ai appris ce mot-là, ils nagent. Fait que là, tu choisis comme le mot pour nager. Là, c'est comme, non, mauvaise réponse. Puis là, comme, mais oui, il nage. Je veux dire, je regarde la photo, il nage. C'est comme, la photo d'en dessous aussi, il nage. Je veux dire, il nage ceux-là aussi. OK, celle-là, t'es correct. Mais la première, c'est pas ça qu'ils font. Puis là, je creuse comme un débile, puis je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai toujours la mauvaise réponse. Puis je me dis, il y a un bug dans le logiciel. Mais là, je Google. Je Google le truc. Puis ça dit, non, dans cette langue-là, il nage, mais pas dans la même direction. C'est pas le même mot. Puis le logiciel est comme, hey, regarde, je t'expliquerai pas ça. Mais ça m'a tellement frustré. Mais il y a quelque chose de... Moi, je trouve ça pas... j'en connais pas beaucoup, mais tu sais, je trouve ça passionnant, le sujet des langues, parce que c'est tellement une représentation culturelle. Tu sais, il y a les histoires là, que, mettons, dans
Dans les langues plus au nord, il y a plus de mots pour décrire la neige, mettons. Puis il y a des tribus à certains endroits qu'eux autres, plutôt que de dire gauche-droite, ils utilisent toujours nord, sud, est, ouest. Fait que ça fait en sorte qu'ils sont jamais perdus. T'sais, ils savent toujours où est-ce qu'ils sont. Ça, je trouve ça malade. C'est tellement... Cool. En tout cas, c'est des belles... Des belles branches de culture, mettons. Je trouve ça très cool. Il y a des langues aussi que t'as le singulier, t'as le pluriel, mais entre les deux, t'as le duel pour 2 ou 3. C'est vraiment cool. C'est vraiment excellent. Je trouve ça fascinant. Sinon, je voulais te raconter, je suis allé à La Revanche avec des amis. Oui. Pour ceux qui viennent pas de Québec, c'est un resto, bar, jeu de société. C'est pas donné, mais c'est vraiment amusant. Puis, j'ai essayé un jeu. À la fin de la soirée, on était que 3. J'ai essayé un jeu. Ça s'appelle Team 3. Équipe 3. Okay. Ouais. C'est un jeu de table, okay, pour 3 joueurs. L'objectif, c'est à l'aide de blocs qui ressemblent à des blocs de Tetris, okay, en 3D. Okay, c'est de construire une structure qui est illustrée sur une carte. Okay? Donc, il y a une carte qui dit, OK, voici visuellement ce qu'il faut que tu construises. Puis là, tu as des blocs. Puis là, avec ces blocs-là, il faut que tu construises cette structure-là. Super simple, hein? Sauf qu'il y a une twist. Parce qu'of course, il y a une twist. Il y a un seul joueur qui a le droit de toucher au bloc. Okay. Et ce joueur-là, il doit garder les yeux fermés. Oh. Il y a un seul joueur qui peut voir la carte qui montre ce qu'il faut construire. Et ce joueur-là ne peut pas parler. Puis le troisième joueur, il doit essayer de relayer verbalement à celui qui construit, les yeux fermés, son interprétation des mimes du joueur qui peut voir la carte. Oh putain. Ça là, c'est vraiment cool. ça a beaucoup de chance aussi de déraper, hein. C'est incroyable. Mais étrangement, on avait une super bonne synergie. Ça a été extrêmement facile. OK. Tant mieux. Mais c'est ça, c'est inspiré des, tu sais, les 3 singes. Celui qui se cache les yeux, qui se bouche la bouche, puis qui se cache les oreilles. C'est ça, chaque joueur est un de ces singes-là, dans le fond. Puis, OK. Intéressant. Pour ajouter la difficulté, la structure à construire est verticale. Donc, tu dois la bâtir, puis, tu sais, comme en tenant compte de la gravité, là, les yeux fermés. Ouais. Avec des blocs comme des blocs de Tetris. Fait que des fois, comme pour que ça tienne, faut que tu tiennes des trucs. Ouais. Puis des fois, même, tes blocs, faut que tu les places en diagonale ou, dans certains cas, à 30 degrés. Mais va mimer ça. Va mimer ça, puis après ça, même la personne qui parle à l'autre qui doit placer les yeux fermés, ça, à 30 degrés, bon courage aussi, là. Faut quand même faut avoir de la bonne dextérité, mettons. Hein? Oui. Puis moi, je sais que je suis pas très bon en dextérité, fait qu'il faudrait pas que ça soit moi qui soit pogné les yeux fermés. Ah non, mais t'as peu, là, quand tu joues à ça, hein, tu joues chaque rôle, là, à tour de rôle, là. Ouais, ok, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun, là. Ben oui. Mais super le fun, c'est pas un jeu qui va durer des années, là, mais excellent. C'est cool ça. J'ai joué il y a pas longtemps, justement, avec des amis à job aussi, à Apiary, qui est un jeu de... D'abeilles? Oui, j'aime tellement le... mon ami qui avait le jeu puis qui nous a expliqué le concept, juste en partant, c'est la race humaine est éteinte, puis les abeilles ont pris la place, puis elles sont rendues full évoluées, elles s'en vont dans l'espace. C'est malade. Moi, juste ce setup-là, je suis comme, hey, j'aime tellement ça, c'est pas... Les abeilles de l'espace. Les abeilles ont comme survécu à l'humain, puis ils sont rendus dans l'espace. C'est excellent. Wow. Puis c'est ça, fait que là, après ça, il faut que tu choisisses. C'est un peu un genre de... Tu sais, les styles de jeu où tu as des ouvriers que tu places à chaque tour pour faire certains types d'actions, mettons? Oui. C'est ça, c'est ce genre de jeu-là. Là. Fait que là, tu peux décider, ah non, moi je vais essayer de plus explorer, moi je vais essayer de faire évoluer ma ruche dans l'espace, moi je vais essayer de faire évoluer mes ouvriers pour qu'ils aient plus de puissance, pour faire plus d'actions quand je les place, puis bref. Fait que, mais c'est vraiment cool, puis tu peux même leur apprendre des danses, là, des genres de... Parce que c'est ça que les abeilles font, là. Okay, c'est ça, tu peux apprendre des danses. Dans le concept. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que, en tout cas, bref. Mais c'était vraiment cool, puis bref, c'était un très, très, très bon jeu de... Apiary, c'est ça? Ouais, Apiary. Ouais. Excellent jeu.
Ouais, Ok. j'ai vraiment aimé ça. Je le mets sur visuels ma sont liste. sick aussi. Ouais. Déjà, j'ai mis Root, Ben Conflit dans les sous-bois, dans ma oui, liste. mais achète-le pas, là, je l'ai. Fait que Non, mais j'ai voulu... on va falloir On a qu'on y joue voulu ensemble. jouer, on était 5, c'était compliqué avec la bouffe sur la table, on nous a dit, Ouais, c'est ça. on vous recommanderait peut-être autre chose, puis bref, Ah, j'ai ouais. pas eu la chance de l'essayer encore. Il Mm. va falloir que je Mm. l'essaye. Non, c'est ça. Fait que, Yes. en tout cas. Hey, Cool. puis sinon, j'ai commencé une série télé, Ta série... Oui? Shogun. Ah ouais, ben là... Ok, je vais te dire pourquoi moi, je l'ai pas commencé. T'as pas Disney+? Oui, je l'ai. OK. Mais j'ai comme pas le goût d'être arrêté par le fait qu'il y a juste un épisode par semaine qui sort. J'ai dit ça à un ami commun, nous deux, Eddie. Ah, Il m'a dit, c'est Ah parce oui. qu'il faut que tu regardes ça. Là. J'ai dit, ouais, non, mais moi, je vais Oui. attendre que ce soit tout sorti. Tu sais, puis il dit, non, il faut que tu regardes ça. Puis, comme il dit, il y a une vibe Game of Thrones. mhm. Puis, c'est vrai, il y a une vibe Game of Thrones. Puis, Game of Thrones, c'était une série que tu pouvais pas attendre à la fin avant de la regarder. En tout cas, à mon avis. Ouais, c'est vrai. Venant d'un gars qui les a tous regardés Ouais. la semaine où ils sortaient. Mm. Il y a ce même genre de feeling-là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça se passe au Japon dans les années Ouais. 1600, alors que le Japon faisait du commerce uniquement avec le Portugal. Mhm. Puis, bref, c'est basé sur un livre. Ça a été adapté dans les années 80. Ouais. Euh, Mes amis mes amis qui jouent à Donjons et Dragons me parlaient justement qu'eux autres, ils avaient déjà vu la série des années 80, puis que OK. quand ils ont vu que Disney Plus allait sortir comme une nouvelle version de ça, ils capotaient ma raide sur ça. Fait que, puis là, il paraît que j'ai vu les notes là, qui sont attribuées, ça a l'air d'être une excellente série. C'est incroyable, les notes IMDB. Ouais, IMDB, c'est fou. que les notes, c'est pas le même genre de notes que, Non, disons, non. Rotten Tomatoes où Non, quand non. t'as 95%, ça se peut que ce soit mauvais. Ouais. Non, c'est... puis avec raison. Je veux dire, la qualité de la production. Juste le fait aussi que, je veux dire, les Japonais, dans la série, parlent japonais. Ah ouais. Ça, c'est Puis, je te dirais 80% des dialogues sont en japonais. Ça, c'est hot. Puis moi, je parle japonais maintenant, OK? Ça fait une semaine que je fais des cours, tu sais. Ouais, c'est ça. Va me faire croire que tu comprends tout ce qu'ils disent à la perfection. Non, mais sans blague, je trouve ça vraiment rafraîchissant de, Ouais. tu sais, que ce soit pas quand même tout en anglais ou, tu sais, même la seule genre de contradiction qu'il y a par rapport à ça, c'est que l'anglais est en anglais, le japonais est en japonais, mais le portugais est en anglais également. Donc, quand ils parlent anglais, la plupart du temps, en réalité, ça représente le fait qu'ils parlent portugais. Ouais, je comprends. Mais c'est... j'en suis à 3 épisodes seulement, parce qu'en date d'aujourd'hui, l'enregistrement, on enregistre le 8 mars, il n'y a que 3 épisodes de sortie. Ouais. Embarque à bord, Baptiste. Je te le recommande fortement. Je vais peut-être attendre quand même un petit peu. D'accord. Ben écoute, Mais- dans ce cas-là, ça veut dire qu'on s'en mais parlera quand tout sera sorti. Sachez que si vous aimez ça, parce que c'est très évidemment Shogun, vous avez compris, hein, Japon médiéval, puis etc. Il y a aussi une série animée sur Netflix qui s'appelle Blue Eye Samurai, OK. qui est à se jeter par terre. C'est excellent. Premièrement, c'est un ami de mon travail, encore une fois, qui m'en a parlé, un designer. OK. Il m'en a parlé, il m'a dit que je devrais regarder ça. Je l'ai regardé, puis c'est bon, là. C'est tellement bon. C'est pour vrai, puis tu sais, c'est à peu près dans les mêmes époques, mais à un moment donné, il raconte que le Japon avait comme fermé complètement ses frontières, là. Il y avait comme plus personne qui rentrait, qui sortait vraiment, là. Puis là, l'histoire du Blue Eye Samurai, c'est comme c'est un samouraï aux yeux bleus puis semi-pas bridé, fait qu'il vient probablement d'un étranger, en fait, là. Tu comprends? Ouais, Fait que, ouais. bref, puis l'histoire est excellente. Puis les scènes de combat, là, en tout cas. Toi, tu me conseilles Shogun, moi, je te conseille Blue Eye Samurai. D'accord, c'est deal. Deal. Yes, sinon, écoute, je suis en train de
regarder, puis là, je dis, je suis en train de, c'est un film, puis oui, j'en ai juste fait la moitié, l'autre moitié, ça va être après l'enregistrement. OK. Ça s'appelle Still, c'est un documentaire sur Michael J. Fox. Ah! Michael J. Fox, regarde, je montre une figurine Lego de Marty McFly avec une guitare électrique que j'ai à Baptiste, ainsi que la DeLorean. Je confirme que je vois ces items à la caméra. J'ai même le hoverboard en Lego rose. OK, en Lego. Avec deux c'est petits plate. pegs dessus. Je pensais que tu avais le vrai hoverboard puis que tu allais décoller dans ton studio. Non, mais Back to the Future, c'est probablement mon film préféré de tous les temps. Vous allez comprendre par le sujet de la discussion aujourd'hui aussi, là, mes films préférés ne sont pas nécessairement les plus grands films. C'est les films qui me divertissent le plus. Puis Retour vers le futur, je veux dire, j'ai brisé... C'est pas des blagues. Là. J'ai tellement regardé Retour vers le futur quand j'avais 3-4 ans sur le lecteur cassette Betamax de mes parents. T'as pété la cassette ou le lecteur? Le lecteur. Oh, pelaille! Game over. T'as pété le lecteur. J'ai trop regardé Back to the Future. T'as pété le lecteur avant la cassette. Ça, c'est rare quand même que ça arrive. Les cassettes bêta étaient étrangement bien faites. OK. Je peux pas me dire la même chose du lecteur. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Fait que là, Étienne, qui commence? Toi? Moi? Veux-tu faire Edgar Wright d'abord, puis je parle de Nolan ensuite? Je pense que je vais faire Edgar Wright en premier. Ouais, parfait, ça me va. Puis il y a une raison que tu vas voir à la fin. OK. C'est bon, j'aime ça. OK, je sais pas à quel point tu es familier avec Edgar Wright. Ben, je connais... Moi, personnellement, j'ai adoré, si je me trompe pas, Hot Fuzz, Shaun of the Dead et The Last Pub Before the End of the World, à moins que je sais plus si c'est ça comme ça qu'il s'appelle. C'est peut-être la traduction française. Là. C'est le film qu'à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est The World's End? The End of the World? The Last Pub? Non, c'est The World's End. OK, donc, c'est ça. Tu as regardé la Cornetto Trilogy. C'est ça. Fait que j'ai vu cette trilogie-là. J'adore tous les acteurs dans cette trilogie-là, souvent qui sont des acteurs récurrents d'une trilogie, d'un film à l'autre, puis c'est normal. Là. Nick Frost. C'est ça. Nick Frost, je l'aime sans bon sens. Puis c'est ça, puis j'adore parce qu'il y a une partie là-dedans qui est de l'humour british à côté, puis moi, je trippe sur l'humour british. Fait que, bref, ces films-là, je les aime de cœur. Mais je vais te laisser m'en parler. Puis j'ai quand même, avant notre épisode, là, juste regardé Shaun of the Dead, juste pour me remettre un peu dans le... Ouais, c'est ça. Excellent. Vas-y. Bon, donc, t'as nommé Shaun of the Dead. Ouais. Son premier vrai film, OK? 2004. Il a fait Hot Fuzz, 2007. Moins connu ici, je dois dire. C'est bon, là. Et pourtant, c'est probablement son meilleur. C'est tellement excellent. En 2010, il a pris une pause de sa Cornetto Trilogy. Ben, en passant, Cornetto Trilogy, les 3 films, Shaun of the Dead, Hot Fuzz puis World's End, n'ont aucun lien entre eux. Je sais qu'on l'appelle une trilogie. Lui a dit que c'était une trilogie, puis c'est juste 3 films qu'il voulait faire. Puis le cornetto, c'est l'équivalent d'un drumstick ici, ok, le cornet de crème glacée. Puis il y a des raisons très personnelles pourquoi il appelle ça comme ça. Puis il y a des cornettos dans les 3 films. Bref, fin de la parenthèse. Donc il a pris une pause dans sa trilogie pour faire Scott Pilgrim vs. The World. Ouais, qui est basé sur une bande dessinée de Brian Lee O'Malley, je pense. Que j'ai lu, puis c'est vraiment bon. En passant, si tu veux lire une bande dessinée... mettre ton cerveau off puis juste avoir du fun. Même principe. World's End en 2013. Baby Driver en 2017. Oui, c'est vrai. Je sais. Je me souviens de Étienne qui m'écrit en 2017 puis qui me dit « Baptiste, il faut absolument que tu ailles voir Baby Driver. C'est le meilleur film de tous les temps. »
Avec le pire titre de tous les temps. Oui, c'est ça. Avec le pire titre. Ok, je veux dire, t'écoutes le titre, tu dis, ok, c'est un bébé qui conduit. Non, c'est c'est un film de heist, de poursuite automobile. Ouais. Puis récemment, 2021, Last Night in Soho. J'ai jamais vu. C'est passé un peu dans l'ombre, probablement à cause de la pandémie, même si on peut blâmer la pandémie pour tellement de choses dans la vie. Là. Ouais. Mais c'est passé un peu dans l'ombre. Puis c'est, je te dirais, son seul film qui est pas une comédie, un peu. Là, parce que Baby c'est toujours Driver un peu est ça. aussi une comédie, mais moins que les 4 autres d'avant qui sont... Shaun of the Dead, c'est un film d'horreur. Shaun of the Dead. Je regardais ça, Étienne. Écoute, c'est pas compliqué, là. Le premier tiers du film, c'est juste un scénario niaiseux, genre, de le gars qui est en coloc avec un dude qui a pas de bon sens, puis sa blonde qui lui dit « Je suis plus capable d'être avec toi tant que t'es avec ce dude-là. » Puis là, les deux gars, ils avancent là-dedans, puis là, il y a des zombies qui commencent à apparaître, mais eux, pendant tout le premier tiers du film, ils se rendent compte de fuck all! Absolument rien. C'est drôle, là. Et pourtant, à la base, c'est pas une parodie de film d'horreur. C'est un film d'horreur. Ouais. Mais c'est juste que c'est un film d'horreur dont les personnages principaux sont assez stupides pour que le film d'horreur soit crédible. Ouais. Tu sais, quand t'as des personnages vraiment trop intelligents, puis là, les zombies trop intelligents, puis là, à un moment donné, OK, on se sépare. Toi, tu vas par là, moi, je vais par là. Puis t'es comme, non, là, pourquoi soudainement vous êtes stupide? Là, les personnages sont stupides. C'est vrai. Quand ils essaient de tuer des zombies à coups de vinyle. À coups de vinyle? Puis que là, ils s'obstinent sur « Ah non, ce vinyle-là, on voit le pas, là. OK. Mais la soundtrack de Batman, la soundtrack de Batman, tu peux le lancer. Mais c'est excellent. Bref, tu sais, ce gars-là a fait un film d'horreur qui est également une comédie. Un film policier qui est également une comédie. Un film de bande dessinée qui est également une comédie. World's End, j'ai pas envie de dire c'est un film de quoi, parce que je veux pas gâcher la twist. Mais il y a une twist. Et c'est un genre en particulier. Il a fait un film de poursuite automobile. Puis Last Night in Soho, qui est... je qualifierais ça de psycho-horreur mystère. OK. Un peu enquête même. Bref, c'est 6 styles complètement différents. Ouais, c'est impressionnant. Mais ce gars-là, je regarde la liste, c'est toutes des home runs. C'est tous des chefs-d'œuvre, tant qu'à moi. En passant, ce gars-là, bon, c'est un réalisateur anglais, il a été refusé à l'école de film 2 fois. Ah ouais, hein? Il n'est pas assez classique. Et pourtant, tu sais, il y a plusieurs trucs qui caractérisent Edgar Wright, mais sa plus grande force, c'est son utilisation du langage cinématographique. Il est fort dans la comédie visuelle. Il est fort dans la comédie visuelle à cause de son utilisation du langage cinématographique. Puis l'autre truc qui le caractérise, c'est son utilisation de la musique puis du son. Ce gars-là est passionné de musique. Mais tu sais, excuse-moi, dans Shaun of the Dead, le moment où il tape sur un zombie à 3 avec les queues de billard en rythme avec sur Queen. Oui. Mais ça c'est le début de j'ai envie de dire d'une idée qui va culminer à Baby Driver ou le film au complet et de manière seamless, synchronisée à la musique. J'y reviens plus tard, OK? Mais je parlais de comédie visuelle, OK? Quand un film, c'est une comédie, depuis 20-30 ans, de manière générale, ce qui est drôle, ça va se trouver dans les dialogues, dans l'impro des acteurs. Souvent, les comédies américaines, avec le monde de Saturday Night Live, 3/4, c'est improvisé. Bon, OK. Les situations en tant que telles sont drôles, le scénario, etc., etc. Mais ce que je trouve dommage dans ces comédies-là, c'est que tu as un médium, le cinéma, et tu ne l'utilises pas. OK? Je t'explique. Plein de ces comédies-là, ça pourrait très bien être une pièce de théâtre, puis ça ne changerait pas grand-chose. Par exemple, le dîner de con, OK? Je prends le dîner de con parce que c'était une pièce de théâtre, OK? Je prends pas le dîner de con parce que j'ai pas aimé ça. Au contraire, j'ai adoré le dîner de con. Mais c'était une pièce de théâtre.
c'est une très bonne comédie, c'est super drôle, mais il y a un potentiel qui n'est pas utilisé. Tu sais, Edgar Wright, de son côté, il va prévoir chaque plan, même si c'est dans le but de faire une comédie, ou plutôt, surtout si c'est dans le but d'être drôle. Beaucoup de ces films sont d'abord et avant tout d'un autre genre, OK, horreur, film policier, on en a parlé, dans lequel il va ajouter de la comédie. Puis, tu sais, oui, il va avoir des jokes classiques, mais il va utiliser des aspects qui sont uniques au cinéma. L'utilisation du cadre. Tu sais, juste là, qu'un personnage slide out du cadre, puis revient de manière drôle. Ouais. Écoute, des fois, là, le timing est tellement bon, l'utilisation du langage est bonne, ça peut être magique. Le cadre dans un cadre aussi, les mouvements de caméra, le montage. Puis là, ça amène à l'autre force, tu sais, la compréhension du langage cinématographique, les montages. Ce gars-là est reconnu pour ses quick cuts. OK? Donc, plutôt que de montrer quelque chose d'ennuyeux parce que il faut que je passe mon personnage du point A au point B. Lui, il faut faire comme, OK, je vais le passer du point A au point B. Dans le temps de le dire, tu vas avoir plus d'infos que tu peux jamais en imaginer. Ça va être intéressant, ça va être drôle, ça va être divertissant. Je peux te donner un exemple. Est-ce que tu te rappelles de la scène dans The Matrix où Neo et Trinity ont besoin de s'armer? Ouais. Je vais essayer en 1 minute là, de te faire un comparatif de The Matrix à Hot Fuzz pour le même objectif. OK? Donc, différence entre Edgar Wright et les autres réalisateurs. On prend The Matrix, on fait apparaître des rangées de guns autour de Neo et Trinity. Neo en prend un. Trinity dit « No one has ever done anything like this ». Neo répond « That's why it's gonna work ». Donne un coup sur son gun. That's it. Ça a pris 16 secondes. OK? Hot Fuzz. Nicholas ouvre la porte du commissariat. Il passe devant le gars à l'accueil, ouvre la porte du vestiaire, déverrouille une case, ouvre sa case, prend son uniforme, ferme sa case, entre un code sur le keypad. La porte s'ouvre, prend un shotgun, un autre shotgun, attache une ceinture d'accessoires tactiques, prend un fusil, met un chargeur dedans. Le chargeur, il charge, il spin le gun, il fait la même chose avec un autre gun, il spin les deux, il range sur lui, met des cartouches dans le premier shotgun, le charge, met des cartouches dans le deuxième shotgun, le charge, met sa veste tactique, met une bretelle de cartouches de shotgun, range 2 shotguns dans son dos, puis finalement met un cure-dent dans sa bouche sous un éclairage dramatique. Ça a pris 22 secondes. Avec des effets sonores pour chaque mouvement et action, des zoom-in pendant les sous-actions importantes, puis une musique épique. Ouais. Puis avec tout ça, t'obtiens plus d'infos en plus que juste de l'exposition par le dialogue, que juste du... Tu sais, si tu regardes comme il faut, dans tous les plans que tu vois, cut, un plan après l'autre, tu vois des fois d'autres policiers dans le poste de police qui ont l'air de s'en foutre complètement là, de leur job. Ils s'en foutent de leur job. Puis c'est ça la joke du film, tu sais, c'est comme c'est le seul policier qui veut faire sa job. Ouais. Tu sais, exact. Fait que le gars dans l'entrée qui le voit même pas passer, pendant qu'il est dans le vestiaire, t'as plein d'autres policiers qui ils rient puis ils mangent du gâteau. Puis le code de l'armurerie, si tu regardes comme il faut, là, le keypad là, qui est pesé dessus, là, le code c'est 999. Because they don't care. Ouais, c'est ça. Mais écoute, le niveau d'information que tu as eu en 22 secondes, le fun que tu as eu, je veux dire, tu l'as vu s'armer au complet, c'était divertissant, puis c'était juste 22 secondes. OK? Parce que tous les plans sont prévus, tout est prévu. Imagine un film au complet. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. T'sais, en tout cas, ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait avec ça. J'aime beaucoup ce qu'il fait avec le montage. La musique, même affaire. Baby Driver. Il y a un plan séquence au début. Il est exécuté parfaitement et tout dedans est synchronisé à une chanson. C'est juste beau à voir, c'est juste le fun. Le film au complet, il est synchronisé sur la musique. Même des fois, des coups de fusil, les actions, les coupures au montage, tout est synchronisé sur le beat. Puis ce qu'il a fait pour faire ça, c'est que d'abord, il a eu une idée de film. Ensuite, il s'est dit « Ah, je veux cette chanson-là, dont une, je pense, qui s'appelle Baby Driver, d'où le titre du film. » Puis à partir des chansons, là, il a écrit les scènes. Là, il a dessiné les storyboards. Un peu comme Interstellar 5555 de Daft Punk, où
Ils ont d'abord, je pense, fait les tunes, puis ensuite un réalisateur japonais a fait un dessin animé par-dessus leur album au complet. Ah, c'est... comment il s'appelle cet album-là, déjà? C'est... Avec la chanson One More Time, puis... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je sais Discovery? plus Ouais, c'est Discovery, exactement. Discovery, ouais. Ouais. Ah, c'est excellent, ça. Mm. C'est excellent. J'aime mieux Random Access Memories. Là, on dérive, mais... Bon. Je sais que je suis un des rares, mais... Oui, il est bon, mais comment je te dirais? Il y a des choses que je suis attaché nostalgiquement à ces affaires-là, puis malheureusement, il n'y a rien d'après qui surpasse ça, parce que j'ai des souvenirs, mettons, d'enfance ou d'adolescence ou quoi que ce soit, heureux avec ça, qui... Associé à cette musique-là. Tu pourras pas accoter ça, même si ton nouvel album est excellent, mettons. Ouais, je comprends ça. Je comprends ça. Dernier truc par rapport à mon réalisateur préféré. Right. Ce gars-là a des forces, mais ce gars-là a des faiblesses aussi. Ses scénarios, c'est pas les plus intéressants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aucun de ses films, peu importe ce qu'il fait dans sa carrière, aucun de ses films va gagner Oscar du meilleur film. Ça arrivera pas. Je vous le prédis ici, ça arrivera pas. Parce que c'est pas un réalisateur qui va pousser un acteur à donner la performance de sa vie. C'est un réalisateur qui va vouloir s'amuser. Puis il va vouloir que toi, en tant qu'acteur, Baptiste, que tu aies du plaisir aussi. Puis, parfait. Juste pour montrer à quel point les acteurs qui ont côtoyé Edgar Wright l'adorent. Il a fait le film Scott Pilgrim vs. The World. Il y avait une quinzaine d'acteurs là-dedans. Puis à un moment donné, Edgar Wright a décidé qu'il produisait la série animée Scott Pilgrim Takes Off de Netflix. Puis là, il voulait que les acteurs reprennent leur rôle pour faire des voix. Donc, il a envoyé un email à tout le monde. Je te nomme les noms, OK? Comme quoi, c'est pas des deux de pique. Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Wong, Satya Baba, Brie Larson, qui faisait Captain Marvel, Kieran Culkin, de Succession, Chris Evans, quand même Captain America, Brendan Routh, qui était Superman, Alison Pill, Aubrey Plaza, Johnny Simmons, Mae Whitman, Jason Schwartzman, Mark Webber, puis Anna Kendrick. Les 15 ont reçu un email de Edgar Wright disant « Hey, est-ce que ça vous tente de rembarquer sur un projet avec moi pour refaire Scott Pilgrim? Vous faites des voix. » 20 minutes plus tard, tout le monde avait accepté. Très cool. 20 minutes. C'est fou pareil. C'est fou pareil. Wow. Puis tu sais, c'est pas genre Steven Spielberg te demande de faire un film, tu dis oui. C'est plus, ce gars-là te demande de faire un film, tu sais que tu vas avoir du fun. Ouais, c'est ça. Puis tu sais que le résultat va être le fun aussi. Fait que je vais te lancer la balle avec un dernier fun fact. Il y a eu 3 nominations aux Oscars pour ces films. Les 3 pour Baby Driver. Meilleur montage, meilleur effet sonore, meilleur mixing sonore. Il a perdu ces 3-là aux mains de Dunkirk, de Christopher Nolan. À toi, Baptiste. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Puis c'est drôle, hein, j'ai un point en particulier sur l'audio de Dunkirk que je voulais parler. Bon. Fait que je vais commencer par lister qu'est-ce qui revient, je crois, souvent dans Christopher Nolan, que tout le monde connaît, mais que moi, ça vient me chercher, là, j'aime ça. Tu sais, c'est pour ça que je regarde des films. Ça. Exact, j'adore ça. Puis, à la fin, je vais faire même mon top 3 dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui savent que mon réalisateur préféré, c'est Christopher Nolan. Puis là, à un moment donné, on s'était parlé, toi puis moi, Étienne, puis tu m'as dit « à un moment donné, il faudrait qu'on connaisse ton top 3. » Puis là, j'ai fait mon top 3. Fait que je vais en parler tantôt. Bref. Parfait. Première chose. Christopher Nolan est bon dans la narration non linéaire. Oh God, oui. Premièrement, l'un de ses premiers films, Memento, je veux dire, qu'il y a longtemps, là, il est excellent là-dedans, mais beaucoup de films qui reviennent par la suite, là, que ce soit Inception, Interstellar, n'importe lesquels, là, il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est vraiment pas linéaire comme film. Puis moi, j'aime ça, là,
ce qu'on appelle des ellipses en impro, mettons, ou en peu importe là, dans quel domaine, c'est pas juste en impro, mais de faire des retours en arrière, puis des bonds dans le temps, puis etc. Là, je trouve, on dirait que ça vient approfondir l'histoire, ça rajoute des choses, puis je trouve ça vraiment pertinent. Il y a des thèmes récurrents qui me touchent particulièrement, côté, on va dire même scientifique de la chose, là, genre le temps. Dans Interstellar, par exemple, avec la distorsion du temps, la distorsion de la réalité dans Inception, c'est vraiment intéressant. Puis la distorsion de la perception dans Le Prestige, par exemple, avec l'aspect très illusion, puis très... c'est toutes des choses là, que je suis comme moi, à chaque fois, je suis un peu tu sais, un enfant naïf, mettons, là, qui regarde ça, puis qui est comme « Ah, mon Dieu, que je trouve ça beau! » Je m'en fais mettre plein la face avec ça, puis je trouve ça malade. Deuxième élément, troisième même, la musique. Bon, premièrement, il y a Hans Zimmer qui est très souvent en arrière des super soundtracks de Christopher Nolan. Puis, il y a ce qu'on appelle le Shepard Tone, si je ne m'abuse, qui est une illusion auditive qui est utilisée dans Dunkirk, qui est probablement l'une des raisons pour lesquelles il a gagné côté audio. Je connais pas, c'est quoi ça? Ce sont des sons superposés et séparés par une octave, donc 8 notes. Okay. Et quand le son superposé le plus bas débute dans l'audio, celui qui finissait vers le plus aigu s'atténue. Si tu appliques cette logique en répétition, non-stop, ok, tu remets constamment à la fin d'un son qui finissait au plus aigu, un son plus bas qui continue. Ça donne l'impression d'augmentation infinie des notes et donc de la tension dans la musique. Ça donne l'impression que l'intensité ne cesse jamais d'augmenter. Ok, donc est-ce que tu baisses d'un octave à chaque fois ou non, le temps de baisser d'un octave, ta note, elle monte? En fait, ouais, c'est ça, c'est que tu montes, mettons, tranquillement les notes par les notes, puis dès que tu arrives au plus aigu, ça commence à s'atténuer le plus aigu, puis il y a le même son qui rembarque au plus grave. Mais toi, quand t'entends ça en tant qu'humain, t'as l'impression que c'est juste une escalade continue. Ça arrête jamais d'escalader. Puis ça, là, moi, je me rappelle d'avoir vu Dunkirk, puis on dirait que je sortais du film, j'étais comme, mais voyons, comment est-ce qu'il a fait pour me faire ressentir cette intensité-là? Puis je suis allé lire après, puis j'ai découvert cet effet auditif-là, puis je me suis dit, eh ben, c'est pas juste à travers le visuel, le petit coquin qui arrive à jouer avec mon cerveau. Il arrive à le faire dans l'auditif aussi. Wow. Ça, là, en tout cas, j'étais vraiment sur le cul, encore une fois. Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les visuels époustouflants, le IMAX, et avec le moins de CGI possible. CGI. Par exemple, dans Inception, si vous vous souvenez de la scène de combat où il y a un changement de gravité dans un couloir. Ah ouais. Ce couloir rotatif-là, il a été construit de A à Z. Il existe pour vrai, tu sais. Fait que, puis tout ça, c'est pas, il n'y a pas de CGI là-dedans pantoute. C'est vraiment du réel. Fait que je pense que Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui est très attaché à si je suis capable de le faire réalistement, je vais le faire réalistement plutôt que de mettre de l'effet numérique là-dedans, mettons. Ouais, ça, un gros respect, parce que t'as deux façons de faire des effets spéciaux. T'as we'll fix it in post. Ouais, c'est ça, exact. Puis t'as, ok, attends un peu, c'est quoi les possibilités? On va faire quelque chose de complètement débile avec des effets visuels. Tout à fait. Mais c'est encore plus difficile de le faire en pratique, souvent. Je dis pas que c'est facile, mais après ça fait en sorte que le résultat, il est wow, tu sais. Puis à un moment donné, tu en as parlé dans un épisode précédent, l'explosion dans Oppenheimer aussi s'appuie sur quelque chose qu'il a essayé de faire pour vrai, cette explosion-là. Là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il essaye souvent de partir de quelque chose de très concret sans faire juste de passer par le numérique pour se dire le numérique va tout régler ces effets-là. La narration énigmatique, dans le sens où, moi, l'un des premiers trucs que j'ai toujours aimé, c'est souvent Christopher Nolan, il va être capable de débuter certains de ses films de façon complètement incompréhensible pour celui qui le regarde. Puis tu comprends le début à la fin. Ouais. C'est Interstellar, Inception, c'est comme ça que les films ont été faits. Tu commences par des énigmes au début, puis tu les comprends juste quand tu te rends à la fin du film. Ça, moi, j'aime ça. Puis, c'est souvent des fins ouvertes. La fameuse toupie dans Inception,
tu sais, ça laisse des questions. Puis là, il y a du monde qui part en analyse de la fanbase qui dit « Ah, mais là, il avait sa bague quand il était c'était dans son la... vrai totem, c'était son alliance. C'est ça. Fait que là, Mais quel coup de génie, quand même. Hey, c'est bon, là. C'est excellent. Puis, ben, un peu comme toi avec Edgar Wright, il y a des collaborations récurrentes avec Michael Caine, Cillian Murphy, Christian Bale, Tom Hardy, Gary Oldman. C'est quand même des gens à qui il fait souvent appel, mettons, pour ces films. On s'entend que la brochette d'acteurs que j'ai nommée tout à l'heure pour Edgar Wright, c'est des jeunes qui ont du fun, qui sont acteurs, que leurs noms sont connus, mais c'est pas, encore là, des acteurs à Oscar comme tous les acteurs que... Hey, Oppenheimer. Ah ouais. Ah non, c'est débile. Là. Ça n'a aucun sens. Tout le monde est là-dedans. Ah oui, tout le monde est là-dedans, c'est clair. Tout le monde. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Oppenheimer, c'est quand même une brochette encore plus intense que d'habitude, mettons. Ouais. Puis, pour finir, ben, je ferai mon petit top 3 pour toi, Étienne. J'ai été surpris, puis ça, je t'en avais semi-parlé, mais j'ai été surpris finalement de ne pas avoir mis Inception dans mon top 3. Scandale. Mais là, je veux savoir ton top 3. Inception a déjà été dans mon top 3, mais je pense que ça a été remplacé. Fait que, premier, numéro 1, Memento. Oui. Memento, on parle d'un film qui est simple, quand même. Tu sais, c'est budget. Pas... en termes de budget, on n'est pas Oppenheimer ou Interstellar ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, on est loin. Là. Fait que... Puis, le concept de juste remonter dans le temps à partir de notes que le personnage principal se laisse à travers le film, puis là, tu vois des flashbacks, puis tu remontes, puis... Man, ce film-là, la timeline, c'est jouissif, pour vrai, là. Moi, ce film-là de Christopher Nolan, depuis que je l'ai vu, c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je trouve que Christopher Nolan, c'est mon réalisateur préféré, c'est que Memento, c'est l'un de mes films préférés, puis... C'était pas son premier, d'ailleurs? Je me trompe peut-être, là, mais... Ben, il y en a fait un autre avant que j'ai jamais vu, qui paraît que c'était tourné encore plus low budget, là. Genre, $20 de budget. C'est tourné sans caméra. C'est ça. C'est juste Christopher Nolan qui parle dans un micro, tu sais, je sais pas. Son veston a coûté $20. C'est tout. C'est ça. Mais, bref... La simplicité, mais l'efficacité du scénario de ce film-là, j'étais, pour vrai, aucun autre de ces films blockbusters de la suite n'a à côté le feeling que j'ai vécu avec Memento. Mais je pense que c'est parce qu'aucun autre film avait osé faire quelque chose du genre. Puis là, je veux dire, c'est clair qu'il y a des gens qui nous écoutent qui font comme « Non, en 82, il y a tel réalisateur qui a fait... » Ouais, OK. D'accord. Mais moi, je me rappelle... Mon frère avait loué ce film-là au club vidéo. Ouais. Oui, c'est l'âge qu'on a. Hein? Club vidéo. Puis, je me rappelle, j'avais regardé, puis je comprenais pas. OK, il y avait... Des fois, c'était en noir et blanc. Des fois, c'était en couleur. Oui. Là, puis là, à un moment donné, tu comprends. OK, quand c'est en couleur, tu recules dans le temps. Ouais, c'est puis ça. quand c'est en noir et blanc, tu avances dans le temps. Ouais, puis quand tu arrives à la fin du film, que les deux timelines se rencontrent, puis que là... Le noir et blanc flippe en couleur, soudainement. Oh my God! C'est tellement une récompense. Magique. Fait que ça, c'est le premier, mon top 1. Mon top 2, ça serait Interstellar. OK. Ouais. Parce que je trouve que le concept de distorsion du temps... Le moment là où le gars il est en orbite puis que là les deux ils vont se poser sur la planète où il y a une vague géante qui s'en vient à un moment donné puis qui sont obligés de repartir puis qui sont juste restés quelques instants puis qui reviennent, le gars il a vieilli de je sais pas combien de temps juste à cause d'un effet de gravité qui est pas la même chose que ce que nous on vit sur la planète Terre. Moi moi vivre des claques scientifiques dans des films, j'aime ça là, je capote avec ça. Fait que tu sais, puis le voyage même dans le trou noir aussi, tu sais, c'est comme théoriquement, il y a des scientifiques qui se disent peut-être qu'un jour, tu sais, la matière elle s'en va à quelque part aussi à un moment donné à la fin de ce trou noir là. Fait que puis il y a des trucs avec les trous noirs, on s'en reparlera dans un autre truc, là, dans un autre épisode là, mais tu sais, genre juste mettons la lumière. Normalement, il y a rien qui va plus vite que la lumière dans l'univers. Ouais. Tu peux pas, c'est impossible. Il paraît que la lumière qui passe dans un trou noir, ça se pourrait qu'elle aille plus vite que la lumière en elle-même.
Mais, en tout cas, j'avais lu des Wow. trucs là-dessus, mais ça commence OK. à... Je saigne du nez là, quand je lis des trucs de même. ouais. Là, mais Fait que toi, c'est moi, le trip scientifique. moi, écoute, j'aime ça. Je capote avec ça. Je capote avec ça. J'aime ça me faire jeter à terre avec ça. La partie qui m'avait le plus marqué du film, c'est quand Matthew McConaughey voit les vidéos de, je pense que c'est sa fille, Ouais, puis il la voit vieillir, ouais, genre d'un 30 secondes à l'autre. ouais, Puis, je veux dire, j'étais pas papa à l'époque. ouais. Puis, ça m'avait fait tellement mal de voir ça. Ouais. Je veux dire, je pense que je re-regarderais ce film-là aujourd'hui. Je serais en larmes par terre, en petite boule. Oui, c'est ça, ouais. Le acting est très bon. Ouais. C'est ça. Puis le troisième, j'ai hésité avec Inception justement, mais finalement c'est Batman The Dark Knight qui l'emporte. Parce que j'adore Batman. J'y peux rien, j'adore Batman. Puis je pense que c'est probablement l'une des meilleures adaptations qui a été faite de Batman. C'est le Batman de Christopher Nolan. Ouais. Parce que j'aime le style de Nolan qui vient avec ça. Puis j'aime le Joker de Heath Ledger. Puis j'adore Batman. Non, mais... Tu sais que Batman, c'est pas Baptiste, man. Tu le sais, je veux juste clarifier. Hein. Non, C'est pas à Non, propos non, de toi, là. Non, je sais. Non, mais c'est ça. On dirait justement tout ce qu'on vient de parler avant. Tu sais, la musique, les visuels époustouflants, la narration, toutes ces choses-là appliquées à l'univers de Batman. Je trouvais que ça rajoutait un côté vraiment plus dark que ce que j'avais pu voir dans les adaptations précédentes. Puis, tu sais, je dis pas le pingouin dans le premier film de Batman là, qui a été fait avec le pingouin, c'était creepy en titi, là, tu sais, puis même les... Tu sais, même le DeVito, Joker tu parles de de Jack... DeVito, là. Ouais. Danny DeVito. Ouais. Puis le Joker de Jack Nicholson, il est quand même... Ah, il y a quelque chose, là, tu sais. Mais j'avais jamais vécu ce niveau là, de darkness là, dans cette affaire-là. Puis le fait que Batman, c'est un renégat, tu sais. Ouais. Puis je le ressentais tellement dans ce film-là, là, c'est... Ouais. En tout cas, bref. Ah, c'est ça mon top 3. un film. Je me rappelle, tout le monde a réalisé à quel point Heath Ledger était un acteur d'un talent qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On pensait que c'était juste comme l'espèce de le mannequin qui faisait de l'acting. Ouais. Puis tout de suite après, il meurt. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même quelque chose. Ça rajoutait fou quand même. Ouais. Ça rajoutait à tout cet univers-là. En tout cas. Mais c'est vrai que Batman Dark Knight était quelque chose. Ah ouais. C'était quelque chose. Ah Puis ouais. j'ai l'impression que... Tu sais, il y a eu beaucoup de... Avant Nolan, les films de Batman, c'était sombre, mais c'était pas sérieux. Ouais, c'est ça, exactement. Ça n'a jamais été sérieux. Ben, c'était sombre, comics. Ouais. Tu sais, puis c'est correct de lire une BD là, avec un style qui est souvent... C'est des comics, puis tu regardes Batman, puis c'est un peu... C'est exagéré, là, tu sais, la représentation. Mais là, c'était comme... On était plus proche de quelque chose de très dark, humain, tu sais, puis là, Joker qui est complètement fou, puis il veut rien, le Joker, il est juste... il est taré, puis là, Batman essaie de comprendre ce qu'il veut, puis tu comprends pas ce qu'il veut, tu sais. Mm-hmm. Moi, là, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Depuis ce temps-là, oui. Je pense que tous les films de Batman, je vais exclure Batman Lego, qui en plus est excellent. Je l'ai vu récemment, c'est vraiment bon. Ouais. Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. C'est qu'on dirait que tous les Batman ont hérité un petit peu de ce style-là. Oui, c'est comme plus personne ne veut aller dans les Batman un peu goofy. Ouais. Et puis je trouve ça dommage un peu. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais je trouve que même un qui va encore plus loin, c'est le film Joker. Ah oui. On est tellement... Tu sais, le Joker, qu'en fait, son rire, c'est une condition médicale, puis que il rencontre une travailleuse sociale qui, t'es proche de la misère humaine là, dans ce film-là, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme, ok, ça, j'y crois, tu sais. Mais j'aime ça, les super-héros
c'est exagéré, goofy, etc. Mais qu'est-ce qui me fait ressentir le plus d'émotion? C'est pas ça. C'est ces autres films-là, tu sais. Bref, Ouais. je veux pas m'étendre là-dessus. Mais tu sais, tu vois là-dessus, je veux dire, moi, je comprends tout ce que tu as dit, puis je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mm. Mais là, après, on compare, OK, c'est qui nos réalisateurs préférés? On a deux profils 100% différents. Oui. Tu sais, on s'entend, toi, t'es dans l'ancré, t'es dans le sérieux, t'es dans... Puis moi, je suis dans, OK, qu'est-ce qui va me faire le plus plaisir? mais j'ai regardé à nouveau, je t'avais dit, c'est ça, Ouais. j'ai vu le trio Cornetto, là. Oui. Mais j'ai regardé à nouveau Shaun of the Dead, puis Ah oui. j'aime beaucoup aussi rire dans Ouais. ce genre de comédie-là. C'est juste que ça pouvait pas être ça qui est mon réalisateur préféré. Je pense que je suis quelqu'un de... Je manque de sérieux. C'est correct, c'est correct. C'est bien correct. T'as le C'est droit, la vie. t'as le droit, Étienne. T'as le droit, Étienne. Oui. Oui. Mais j'aimerais bien voir un Batman réalisé par Edgar Wright. Un Batman, pense oui. Qu'on Alors, pourrait première chose, accepter un retour. Oui. je pense que si Edgar Wright faisait un Batman, à mon avis, il y aurait une scène à un moment donné qui se passe dans un pub avec une pinte. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais je trouve que ça revient souvent, les pubs oui. avec les pintes dans les Mais films il faut pas d'Edgar oublier, Wright. c'est un Anglais. Ben oui, c'est ça. C'est un Anglais. Je veux dire, c'est ça. C'est ça. des pubs, c'est des pintes. Ouais. Ouais. Ouais, ça serait... Mais est-ce qu'il y a des ça serait pubs à Gotham? C'est vrai, ça. Est-ce que tu es capable d'imaginer Simon Pegg à Gotham? Mieux que Est-ce ça. que t'es- Est-ce est-ce que que tu es t'es capable capable d'imaginer Nick Frost en tant que Batman? Non, Nick Frost en Robin. OK. Baptiste, C'est ça. faut qu'on écrive un scénario. On l'envoie à Edgar Wright. On lui dit, t'es pas game. Ah, c'est bon. Ah, c'est Ouais. bon. Ouais. Puis à l'inverse, tu vois, mettons Christopher Nolan qui ferait un Shaun of the Dead. Qu'est-ce que ça pourrait... Ah, je sais. T'as l'histoire du zombie avant Ouais. qu'il devienne zombie. Ah oui, c'est bon. Puis l'histoire ben du oui. zombie une fois qu'il est zombie. Ah, c'est ça. Puis là, tu te C'est mets à ça. Puis il y a un- sympathiser Il y a avec un croisement sa de version zombie. timeline. Oui, avec ça. exact. Ah, Le ouais. moment où il se fait mordre, où il devient un zombie, Ouais. puis là, tu te mets à comprendre. Puis là, c'est une tragédie. Là. Là, t'as vu à quel point sa vie de zombie est horrible. Sa blonde zombie l'a laissé. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé avant? Puis, ah non. Exact. Puis là, au début, le dude, au tout début de l'histoire, il se prend un livre sur la tête. On comprend pas pourquoi. Mais à la fin, par contre, La sixième dimension. la 6e dimension, il y a un livre qui lui tombe sur la tête. Et C'est là, on le l'amour sait zombie. pourquoi. Oui, exact. Exact. Puis, au début du film, t'entends un gros son, puis tu te dis, wow, Hans Zimmer, sa soundtrack. Puis là, la caméra, elle panne, puis tu te rends compte que c'est juste le cri d'un zombie. Simon Pegg, il fait ça à un moment donné dans Shaun of the Dead. Oui. Il fait... Il baille. Non, mais il baille. Ah oui! Puis ça sonne comme un zombie, puis finalement, il est juste en train de bailler. Oui. C'est ça. Je veux revenir quand même sur Shaun of the Dead. Oui. Le plan séquence au début du film Ouais. où il sort de chez lui, Ouais. il va s'acheter un Coke au dépanneur, au shop. Mm. Puis il retourne chez lui, puis il croise du monde, il croise quelqu'un qui lave sa voiture. Puis bref, il fait la même chose le lendemain. Il croise exactement les mêmes personnes, mais ce coup-là, c'est tous des zombies ou c'est tout du monde qui se sauve de des zombies. Puis lui, il se rend compte de rien. Il glisse sur une flaque de sang. Il se rend compte de rien. Puis il y a c'est plein de cool. petits détails dans le Ouais. background. Puis je me rappelle plus si c'était son producteur. L'histoire disait qu'il y avait quelqu'un dans l'équipe du film ou c'est son monteur qui a vu ça de prévu pour le tournage, puis qui a dit tu garderas jamais ça dans le film. Ça va être trop long, ça va être trop ennuyeux.
Ah, non, Puis non, Edgar c'est Wright bon. a fait « Ah ouais, trop ennuyeux. » Puis là, Ouais, il c'est s'est mis à ajouter des détails là-dedans, puis des trucs. Puis là, Simon Pegg avait des idées. Puis là, il se lançait la balle. Puis là, le monde qui était là, les extras. « Attends un peu, toi, mets-toi là. Toi, tu vas te faire tuer là, OK? Pour la Ouais, prochaine fois. ouais. Fait que mets-toi là. » Puis au final, c'est une des scènes qui définit le film. Ouais. C'est excellent. Genre. Ouais, c'est ça. Ah bon, il n'a pas de prénom. Oubliez pas que vous pouvez nous suivre. En fait, vous pouvez nous suivre à plus de places maintenant. Bon, non Ouais. seulement vous pouvez nous liker, rater sur Spotify, Apple Podcasts, S'il vous plaît. YouTube. Et on a une page Facebook, on a un compte Instagram, on a un compte Discord. Donc là, Ouais. si jamais, bon, vous passez par la page Facebook, on a un site web là, qui fait juste lister nos liens. C'est un petit Linktree, là, puis là-dedans, il y a un lien vers notre serveur Discord. Si jamais ça vous tente de rejoindre ça, venez nous poser des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Ouais. Puis tu sais, on peut même proposer des sujets d'émission, puis voir ce que vous en pensez. On Tout peut, à fait. tu sais, profitez-en. C'est le genre de perk que normalement, c'est... Disons, peut-être dans 1 an ou 2, ça va être verrouillé derrière un Patreon. Hey, Oui. vous pouvez venir maintenant. Là. C'est le temps. C'est le temps de participer. C'est le temps de nous aider, comme Baptiste dit. Allez liker. Même là, au moment où on enregistre, il n'y a rien de certain, mais probablement qu'au moment où ça va être diffusé, on va être également sur YouTube Music pour côté podcast. Ouais. Donc, hey, allez vous abonner, allez liker, allez mettre des étoiles, puis plus important, parlez-nous. Plus vous parlez de nous, plus l'auditoire va être grand, plus la communauté va être grande, puis plus la participation va être grande. Puis ça, on veut ça. Yes, on adore ça. On adore ça. On se dit à la prochaine, Baptiste. À la prochaine. Salut. Bye. Étienne. J'adore ça. J'adore.